Invité ce matin. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Mobilisation en hausse hier dans la plupart des villes françaises pour protester contre la réforme des retraites. 40 000 personnes à Marseille, où vous vous trouviez avec Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, ce matin, le gouvernement dit on ne lâche rien, c'est un statu quo. Ils disent ce n'était pas un raz-de-marée, on va continuer. Qu'est-ce que vous répondez ? D'abord, je lui réponds qu'il faut qu'il prenne conscience du fait que la manifestation qui a eu lieu hier est historique, même si on en croit les chiffres de la police. 1,3 million selon la police. C'est la plus grosse manifestation depuis 30 ans en France. Et selon les syndicats, c'est près de 3 millions de personnes qui ont manifesté. Donc c'est une mobilisation historique. Et j'ai vu Madame Borne répondre qu'elle entendait les doutes, les interrogations. Elle a très mal compris le message. Personne ne doute. Personne n'a d'interrogation. Tout le monde est extrêmement et totalement convaincu que ce que nous demandons, ce que nous voulons, c'est le retrait de cette réforme. Et les gens qui étaient dans la rue, ils n'ont pas des doutes sur la réforme. Ils ont une conviction, c'est que cette réforme est mauvaise et qu'elle ne doit pas voir le jour, tout simplement. Donc, puisque Madame Borne considère que le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans n'est pas négociable, je lui dis très bien, ce n'est pas négociable, effectivement, il faut reculer. Il y avait beaucoup de gens dans la rue, mais il y avait un peu moins de grévistes dans les services publics, un peu moins à la SNCF, un peu moins à l'Éducation nationale. C'est inquiétant que ces secteurs clés se mobilisent un peu moins, Manuel Non, Bompard. je ne crois pas. Et vous savez, on sait très bien qu'on est dans une période sociale qui est très difficile. Les prix qui augmentent, l'inflation, le coût de l'énergie. Et ça coûte cher de faire grève. Et il faut le rappeler à ceux qui nous écoutent. La grève, c'est pas un loisir, c'est pas un jeu. Quand on se met une journée en grève, on perd une journée de salaire. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui soit ne peuvent pas faire grève, tout simplement, soit décident plutôt de poser un jour de congé, plutôt que de se mettre en grève. Ce qui était important hier, c'était le nombre de personnes dans la rue. Et comme je le disais tout à l'heure, il a été un record historique. Et donc, il y a un rapport de force qui est extrêmement fort et que le gouvernement doit entendre maintenant. C'est pas grave de s'être trompé. Il faut comprendre, il faut accepter des fois l'idée qu'on peut reculer, qu'on peut dire bon d'accord, on a fait une erreur. Il ne faut pas s'entêter et risquer de bloquer le pays comme le fait le gouvernement aujourd'hui. Vous parlez des gens qui ne peuvent pas faire grève parce qu'ils ne peuvent pas se priver d'une partie de leur salaire. C'est pour ça que l'intersyndicale a annoncé 2 nouvelles journées d'action, les mardis 7 et samedi 11 février. C'est donc un week-end. C'est pour permettre à ces gens-là de venir. Et j'imagine que c'est effectivement le raisonnement qu'a tenu l'intersyndicale. Moi j'en suis très heureux. Avec Jean-Luc Mélenchon, nous disions depuis plusieurs semaines qu'il était utile dans le calendrier des mobilisations de poser une date de manifestation en week-end. Et donc ça sera le samedi 11 février. Et puis avant, il y aura effectivement cette journée de grève et de manifestation le mardi 7 février. Si le gouvernement n'a pas reculé d'ici là, il faudra encore franchir une étape supplémentaire dans le rapport de force. Alors, mais je souhaite que le gouvernement aille, qu'on n'ait pas besoin d'en arriver là. Bon, donc il faut qu'il entende le message. Et vous pensez vraiment que le gouvernement va retirer cette réforme ? Vous savez, je connais honnêtement, entre vous et moi. Entre vous et moi, on n'est pas tout à fait entre vous et moi, il y a des gens qui nous écoutent. Oui, mais voilà, vous connaissez bien la politique, moi aussi. Oui, bien sûr, et je connais assez bien l'histoire aussi. Et dans l'histoire, je sais que des gouvernements qui disaient qu'ils étaient droits dans leurs bottes et qui reculeraient jamais, parfois, sous l'effet d'une mobilisation extrêmement importante, ont été obligés de dire bon, d'accord, on recule. Ça a été le cas, par exemple, en 1995. Ça a été le cas, y compris, même si c'était dans un contexte différent, dans la dernière mandature de M. Macron, où sa réforme des retraites par points n'a pas vu le jour. Donc, vous savez, en raison de la pandémie de Covid, mais c'était peut-être une excuse. Non, c'est ce que vous nous dites ? Non, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, il y a eu la pandémie de Covid la dernière fois, mais que s'il n'y avait pas eu une mobilisation dans la rue, s'il n'y avait pas eu un mouvement de grève, peut-être que le texte serait passé avant que la pandémie de Covid vienne frapper notre pays. Tout ça pour dire aux gens qui nous écoutent, on peut gagner. Si on se mobilise, si on fait en sorte d'être encore plus nombreux le 7 et le 11 février que ce qu'on a été hier dans la rue, au bout d'un moment, le gouvernement va être obligé d'entendre le message. Et tout ça pacifiquement, évidemment, comme l'immense majorité des cortèges d'hier. C'est comme ça que ça s'est passé. Et il faut comprendre que si on veut être nombreux, il faut que ça se passe bien et que ce qui a le plus de force, ce qui a le plus de puissance, c'est des mobilisations déterminées, bien sûr, massives, radicales dans leurs revendications, mais qui se déroulent dans le calme. C'est ce qui permet aux familles de venir, c'est ce qui permet aux gens, dans toute leur diversité, d'être présents dans la rue. Et donc, c'est effectivement l'objectif que l'on doit conserver. Et vous dites merci aux services de sécurité des syndicats et aux forces de l'ordre pour le fait que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas d'éléments violents, en tout cas, qui soient très, très vite neutralisés. Vous voulez remercier les deux ? Je vous réponds précisément. Il me semble que depuis qu'il y a eu un changement de préfecture de police à Paris en particulier, puisque c'était souvent à Paris qu'il y avait des incidents, clairement, on sent qu'il y a une meilleure interaction entre
les services de police et les organisations syndicales, et donc les manifestations se passent bien. Malheureusement, ce n'était pas le cas précédemment avec l'ancien préfet de police, Monsieur Lallemand, et donc c'est une bonne nouvelle que ça ait changé, effectivement. Donc ce ne sont plus des factieux, les policiers, pour vous. Mais Des gens qui font leur travail, des fonctionnaires. À chaque fois que je viens sur ce plateau, vous me posez cette oui, question, parce que ça les et à chaque fois, je vous fais la même réponse, mais c'est dommage, j'ai l'impression que j'arrive pas à vous convaincre. Mais quand nous avons parlé de factieux, nous avons parlé d'organisations syndicales de policiers qui venaient manifester devant l'Assemblée nationale pour remettre en cause mais alors, la justice. c'est être factieux ? Non, pour venir devant l'Assemblée nationale pour pointer du doigt la justice ou venir devant le siège d'une organisation politique comme l'ont fait certaines organisations syndicales, oui, c'est un comportement factieux. Mais à aucun moment nous avons dit que l'ensemble des forces de l'ordre ou l'ensemble des policiers étaient factieux, bien évidemment. Et donc quand ils font leur travail dans des bonnes conditions, eh ben, ne comptez pas sur moi pour les critiquer à ce moment-là. Alors, 68% des Français, vous l'avez dit, sont opposés à la réforme. Mais en même temps, il y a pratiquement le même chiffre qui se dit qu'il faut une réforme. Alors, quelle réforme ? Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce que vous proposez ? Ah bah oui, il faut une réforme. Qu'est-ce qu'il faut bien évidemment pour que ce système soit pérenne ? Eh ben, il faut faire en sorte que ce système soit un système qui soit encore amélioré par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Et pourquoi ? C'est pourquoi nous avons une proposition très simple. Départ à la retraite à 60 ans, 40 annuités de cotisation. Au lieu de 43 ? Au lieu de 43. Et puis, puisque le gouvernement prétend maintenant, même si c'est une assez lourde escroquerie, il faut le dire quand même, que la retraite minimum pour ceux qui ont une carrière complète doit être à 1 200 €. Nous pensons que la retraite minimum pour ceux qui ont une carrière complète doit être au niveau du SMIC et que par contre le minimum vieillesse doit être au niveau du seuil de pauvreté, c'est-à-dire autour un petit peu en dessous de 1 200 € pour que tous les retraités de ce pays, il n'y en ait aucun qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça coûte à peu près 26-27 milliards d'euros la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Donc après, la question, forcément, c'est comment on le finance. Et nous pensons que pour le financer, en particulier, il faut élargir l'assiette des revenus qui sont soumis à cotisation retraite et y inclure en particulier les revenus du capital, les dividendes versés aux actionnaires, à peu près 15 milliards d'euros qu'on peut gagner comme ça si on élargit l'assiette des revenus aux dividendes versés aux actionnaires. Vous voyez, il y a des ressources, il suffit juste d'aller les chercher au bon endroit. Mais sur le texte du gouvernement, vous ne gardez vraiment rien. Par exemple, s'il revient sur les 44 ans de cotisation pour les carrières longues, s'il revoit les facteurs de pénibilité, alors je vais faire une liste, s'il octroie des trimestres aux femmes qui ont eu des enfants et qui sont lésées par la réforme, s'il améliore l'emploi des seniors. Mais non. Le Tout sujet... ça, vous ne gardez pas ? Mais non, mais c'est pas ça, c'est que le sujet aujourd'hui, c'est pas d'aller discuter les détails de la réforme. Le sujet, c'est le cœur de la réforme qui génère aujourd'hui de la colère, de la mobilisation et du rejet extrêmement massif dans le pays. Donc moi, je veux bien discuter des autres sujets, mais à partir du moment où on recule sur le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et où à partir du moment où le gouvernement renonce à sa volonté d'allonger encore la durée de cotisation, parce que c'est des mesures qui sont profondément injustes, parce qu'elles vont frapper en particulier celles et ceux qui commencent à travailler le plus tôt, parce qu'elles vont frapper en particulier les femmes. Et vous le savez, M. Riester, le ministre du gouvernement, l'a admis lui-même, et l'étude d'impact qui a été commandée par le gouvernement dit les choses très simplement pour ceux qui nous écoutent. Une femme qui est née dans les années 80 va travailler 8 mois de plus en moyenne, alors qu'un homme né dans les années 80 va travailler 4 mois supplémentaires en moyenne. Donc c'est une réforme qui va désavantager tout le monde, mais encore plus les femmes, encore plus ceux qui ont commencé à travailler tôt. C'est une réforme qui est profondément injuste, qui est inutile d'un point de vue économique. Il n'y a pas de nécessité économique aujourd'hui à la mettre en œuvre. Donc il vaut mieux reculer. Quand on s'est trompé, il faut reculer, c'est mieux. La bataille à l'Assemblée nationale a commencé. Le texte est étudié en commission en ce moment des affaires sociales. Il y a 7000 amendements qui ont été déposés. Évidemment, vous ne pourrez pas aller au bout, ça se termine ce soir. Vous faites de l'obstruction. Non, alors c'est pas évidemment. Vous savez pourquoi on ne va pas pouvoir aller au bout ? Parce que le gouvernement a choisi une méthode de discussion à l'Assemblée nationale très particulière, assez inédite, et qui soulève d'ailleurs un certain nombre d'interrogations d'un point de vue de sa constitutionnalité, qui est ce qu'on appelle l'article 47.1, qui est une sorte de 49.3 déguisé, et qui permet de limiter le temps accordé au débat. C'est 20 jours de débat pour la première lecture à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir aller au bout. Parce que sinon, qu'il y ait 5 ou 6 000 amendements sur un texte aussi important que la réforme des retraites, ça me paraît assez raisonnable d'un point de vue démocratique. Donc le gouvernement ne veut pas le débat. Le gouvernement veut le limiter, veut l'empêcher. À nouveau, il a déjà utilisé 10 fois l'article 49.3 pour passer en force vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Donc ça, nous le refusons, mais c'est pas parce que le gouvernement a choisi cette méthode que nous contestons que nous allons, nous, l'accepter. Donc nous faisons notre travail de parlementaire, nous déposons des amendements, voilà. Et on le fera jusqu'au bout. Après un tirage au sort, c'est la motion référendaire du Rassemblement national qui sera présentée le 6 février et non pas
la vôtre. Est-ce que vous voterez cette motion référendaire? C'est ce que vous demandiez, c'est exactement le même texte. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas la voter? Non, moi, d'abord, je conteste la méthode qui a Le tirage au présidé sort? au choix. Oui, bien évidemment, pour une raison très simple. Vous n'étiez pas d'accord avec le tirage au Non, sort? non. D'ailleurs, il y a eu une réunion de conférence des présidents dans laquelle l'ensemble des groupes de la NUPES, soutenus par d'autres groupes d'ailleurs, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette méthode, tout simplement parce qu'elle ne respecte pas le règlement de l'Assemblée nationale. Le règlement de l'Assemblée nationale, c'est qu'on ne peut avoir qu'une seule motion référendaire. Et donc, à partir du moment où nous avions déposé notre motion référendaire, puisque nous l'avions déposée en premier, okay. Les services de l'Assemblée nationale n'auraient pas dû accepter que d'autres motions référendaires soient déposées. Donc, nous contestons aujourd'hui et nous demandons que ce tirage au sort soit annulé et qu'on en revienne au respect du règlement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que notre motion soit la motion qui soit examinée lundi, motion référendaire à l'ouverture des débats en hémicycle, et ça aura lieu lundi prochain. Quitte à déposer d'autres motions référendaires de votre côté? Ça, c'est, on va être très clair. Pour tirer au sort entre 3, 4, 5 motions? Soit on en revient, absurde, non? soit on en revient au règlement de l'Assemblée nationale. Et dans ce cas-là, il y a la première motion qui est déposée, qui est celle qui est retenue. Soit on dit on accepte toutes les motions référendaires et après il y a un tirage au sort. Dans ce cas-là, très bien. Mais dans ce cas-là, nous déposerons. Ça va être l'escalade. Tout le monde va en déposer 20. Non, puisqu'on peut en déposer qu'une par député. D'accord. Donc le Rassemblement national ne peut en déposer qu'une seule. Par contre, nous pouvons en déposer, puisque nous avons 151 députés de la NUPES à l'Assemblée nationale, plusieurs motions référendaires. Et donc si la règle, c'est que c'est un tirage au sort entre plusieurs motions, nous déposerons plusieurs motions dans les prochains jours. Pourquoi vous ne voudrez pas? Est-ce que les gens qui ont manifesté hier comprendraient que vous ne votiez pas cette motion référendaire si c'est celle du Rassemblement national, encore une fois, qui est choisie? Moi, je suis en train de vous dire que je ne réponds pas à votre question. On ne comprend pas Non, mais je vais vous la dire, raison. Je ne répondrai pas à votre question tant que la méthode qui ne respecte pas le règlement de l'Assemblée nationale qui a été utilisée ne sera pas changée. Parce que c'est une question de respect et de principe. Et je ne comprends pas pourquoi la présidente de l'Assemblée nationale se fourvoie dans une forme de manœuvre politicienne qui vise à essayer de donner cette motion référendaire au Rassemblement national. Pour vous coincer, c'est ça? Pour oui, vous obliger clairement. à voter avec... Non, mais clairement, il y a une volonté, puisqu'après, si nous décidions de la voter, on irait dénoncer une quelconque complaisance qui n'existe bien évidemment pas entre la NUPES et le Rassemblement national. Je rappelle que le Rassemblement national n'a même pas été capable de déposer un amendement par député, puisqu'il a déposé 75 amendements alors qu'il a 88 députés à l'Assemblée nationale. C'est une opposition de pacotille. La semaine dernière, la commission... Une opposition responsable. Elle est tellement responsable que la semaine dernière, en commission des finances saisie pour avis sur le texte, on a perdu le vote à 5 voix et il y avait 2 députés du Rassemblement national alors que normalement ils en ont 11 dans la commission des finances. Donc si l'opposition responsable, c'est l'opposition qui sert à rien, c'est l'opposition feignante, c'est l'opposition qui siège même pas dans les commissions ou dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les gens qui nous écoutent doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas compter sur ces opposants-là pour en même temps, obtenir le retrait de cette Rassemblement national souligne que vous avez appelé à voter pour Emmanuel Macron il y a 6 mois et que donc la réforme des 65 ans elle était clairement dans le programme d'Emmanuel Macron. Mais c'est faux. Mais nous n'avons jamais appelé à voter pour Emmanuel Macron. Nous avons appelé à battre Marine Le Pen. Et dans les urnes, ça fait la même chose. D'accord, mais si Marine Le Pen a perdu au 2e tour de l'élection présidentielle, c'est de sa propre responsabilité. Qu'est-ce que c'est que cette logique qui consiste à essayer de faire porter sa défaite, faire porter la responsabilité de sa défaite à d'autres? La vérité, c'est que ça fait 2 fois qu'elle perd, qu'elle est incapable de gagner. Et d'ailleurs que le président... Écoutez-moi, que le président de la République, Emmanuel Macron, fait tout pour se retrouver au 2e tour de l'élection face à Madame Le Pen, parce qu'il sait que c'est son assurance vie. C'est ce qui lui permet d'être sûr de gagner. Donc, Madame Le Pen, elle devrait plutôt s'interroger sur pourquoi elle est incapable de gagner. Et précisément, on a fait 11% des voix en 2012, on a fait 19% des voix en 2027, on a fait 22% des voix en 2017, on a fait 22% des voix en 2022. J'espère que la prochaine fois, cette fois, on se qualifiera au 2e tour. Et dans ce cas-là, pour Emmanuel Macron, ça sera moins facile que face à Madame Le Pen. Un tout petit mot sur les régimes spéciaux. On en a parlé ce matin dans la matinale de CNews. Visiblement, les régimes spéciaux n'ont pas été touchés pour les sénateurs et les députés dont vous êtes. Vous ne vous appliquez pas, en fait, la réforme que les Français vont devoir... Alors, Laurence vous allez vous appliquer le passage de 62 à 64, mais sur les régimes spéciaux. Mais Laurence Ferrari, c'est pas moi qui ai déposé le texte de loi, c'est le gouvernement. Ah, mais vous auriez proposé un amendement. Pourquoi pas, effectivement. Moi, ça ne me dérangerait pas. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas pour la suppression des régimes spéciaux. Donc, je suis cohérent. Non. Mais le gouvernement, posez la question. Non, mais moi je ne le propose pas pour les autres. Donc posez la question au gouvernement, puisque lui manifestement il le propose pour les autres, de pourquoi il ne le propose pas pour les députés, les parlementaires. Moi ça ne me poserait aucune difficulté qu'on discute de ce sujet. Mais moi je suis opposé à la suppression des régimes spéciaux, je suis opposé au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et je suis opposé à l'allongement de la durée de cotisation. Donc j'ai au moins une cohérence dans mon positionnement. Et vous pensez vraiment que le gouvernement va plier? Oui, je pense qu'il va reculer et je dis aux gens, on peut gagner
gagner. Donc il faut se mettre en mouvement. Je sais que c'est difficile de faire la grève. Je sais que c'est difficile de venir en manifestation. Mais là, on a le 7 février, on a le 11 février. Et la réussite de ces journées, elle dépend de chacun d'entre nous. Donc venez avec un ami, un collègue, quelqu'un de la famille qui n'a pas pu venir les fois d'avant. Parce que si la prochaine fois, on est encore plus nombreux que hier, vous allez voir, ils seront obligés de céder. Merci Manuel Bompard.